Un très bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité de ce mercredi. Le président de la République, Paul Kagame, a exprimé ses condoléances à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan et au peuple de son pays après l'incendie qui a attaqué un hôtel de la ville de Bolu et de nombreuses personnes ont perdu la vie. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, a exprimé sa préoccupation face au fait que la RDC néglige la lutte contre les groupes terroristes comme les ADF, responsables de la mort de nombreux civils. Bienvenue. Le président de la République, Paul Kagame, a exprimé ses condoléances à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan et au peuple de son pays après l'incendie qui a attaqué l'hôtel de la ville de Bolu et de nombreuses personnes ont perdu la vie. Les chiffres préliminaires montrent que 76 personnes sont mortes et d'autres ont été blessées en essayant de fuir. L'incendie qui a eu lieu ce lundi soir et mardi a également blessé plus de 50 personnes, comme l'a annoncé le ministre turc de la technologie Ali Yerlikaya. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, a exprimé sa préoccupation face au fait que la RDC néglige la lutte contre les groupes terroristes comme les ADF, responsables de la mort de nombreux civils, et consacre plutôt ses efforts à combattre le M23, un mouvement qui défend la population. Le ministre Olivier Nduhungirehe a fait cette indication lors des discussions du comité du Conseil de sécurité de l'ONU qui se focalisait sur la manière dont l'Afrique pourrait renforcer sa capacité à lutter contre le terrorisme et mettre en œuvre divers projets pour y faire face. Les détails avec Kassim Youssouf. S'adressant au comité du Conseil de sécurité de l'ONU, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'ambassadeur Nduhungirehe Olivier, a notamment fait observer que la propagation du terrorisme à travers l'Afrique, en particulier en Afrique subsaharienne, constitue un défi alarmant et persistant, ajoutant que les défis auxquels le continent africain est confronté sont multiples, notamment que les groupes terroristes exploitent la mauvaise gouvernance, la pauvreté, les inégalités et les conflits non résolus pour étendre leur influence. À tout cela s'ajoute le manque de financement adéquat et de coordination entre les États africains qui a entravé les efforts collectifs pour répondre efficacement à ces menaces, a précisé le ministre Nduhungirehe. Il a en outre souligné que la région des Grands Lacs continue de faire face à des actes de terrorisme, en particulier ceux perpétrés par les groupes armés qui pullulent en République démocratique du Congo. Closer to Rwanda, the Great Lakes region continues to face the threat of terrorism. Plus près du Rwanda, la région des Grands Lacs continue de faire face à la menace du terrorisme, en particulier la part des forces démocratiques alliées ADF opérant dans l'est de la RDC. Les ADF, identifiés comme l'un des groupes responsables des violations les plus graves des droits de l'homme en RDC, ont fait plus de 650 victimes civiles depuis juin 2024, dont plus de 200 rien que dans la région de Beni. Malgré ce danger clair et immédiat, il est choquant de constater que le gouvernement de la RDC a choisi de détourner l'attention de cette véritable menace terroriste en qualifiant d'organisation terroriste un autre mouvement, le M23, qui lutte pour protéger une communauté congolaise persécutée. Depuis plusieurs décennies, cette communauté que défend le M23 subit une marginalisation systématique, obligeant beaucoup de ses membres à chercher refuge dans les pays voisins, dont le Rwanda, où nous avons accueilli plus de 100 000 réfugiés. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'ambassadeur Nduhungirehe Olivier, a soumis au comité du Conseil de sécurité de l'ONU quelques interrogations sur les groupes terroristes dont la base arrière se trouve en RDC et a fait remarquer
que la communauté internationale doit veiller à ce que les efforts de lutte contre le terrorisme soient fondés sur l'impartialité, la justice et un véritable engagement en faveur de la paix. Who has the legitimacy to define terrorism and which groups should be designated as terrorist organizations in Eastern DRC? Qui a la légitimité pour définir le terrorisme et quel groupe devrait être désigné comme organisation terroriste dans l'Est de la RDC? Un État membre de l'ONU peut-il s'arroger le droit d'abuser de cette notion de terrorisme pour des fins politiques et diplomatiques, y compris vis-à-vis du Conseil de sécurité de l'ONU? Lorsqu'on y réfléchit, qui peut être qualifié de terroriste dans l'Est de la RDC, à part les ADF? Est-ce le M23, un mouvement congolais qui protège une communauté congolaise victime de discours de haine? Ou est-ce l'armée nationale congolaise qui a intégré la force génocidaire FDLR, un groupe non seulement sanctionné par l'ONU, mais également désigné par le gouvernement américain en 2001 comme une organisation terroriste? À quoi ressemblent les actes terroristes dans l'Est de la RDC? La protection d'une communauté congolaise peut-elle être qualifiée de terrorisme? Ou est-ce la persécution, le ciblage et l'assassinat de civils Tutsis dans l'Est de la RDC, y compris par l'incendie en octobre 2023 de plus de 300 maisons de Tutsis congolais dans le village de Nouro, territoire de Massissi, par les FARDC, les Nyatura et les milices FDLR qui devraient être qualifiés de terrorisme? Nous ne pouvons espérer résoudre la menace terroriste si nous ne parvenons pas à identifier et à traiter ces véritables auteurs. Le ministre Nduhungirehe a indiqué au comité du Conseil de sécurité que le Rwanda reste déterminé à travailler avec ses partenaires régionaux et internationaux pour faire face à la menace croissante des groupes terroristes et qu'en se concentrant sur les causes profondes du terrorisme, en renforçant la résilience et en soutenant les initiatives dirigées par l'Afrique, l'on pourra construire un continent plus sûr et plus sécurisé pour tous. Les députés membres de la Commission de la gouvernance de l'égalité du genre et de la complémentarité à la Chambre des députés se sont entretenus avec le ministère de la Santé à propos du rapport des activités du service de l'Ombudsman pour l'exercice 2023-2024 et le plan d'activité pour l'année 2024-2025. Les détails avec Oumoulé Solange. Les discussions ont débuté par une présentation sur le rôle des auxiliaires de santé dans le soutien qu'ils apportent au gouvernement et leur contribution au secteur de la santé, en particulier dans la prestation des services de soins de santé de base à la population, dans le but de réduire la surcharge dans les postes de santé, les centres de santé et les hôpitaux. Le ministre de la Santé, Dr Sabin Sanzimana, a expliqué que les auxiliaires de santé ont joué un rôle crucial dans la démarche du pays visant à améliorer les services de santé pour la population. L'un de leurs rôles directs a été de réduire de 90% le nombre de cas de paludisme au fil des années. Ils ont également contribué à réduire le nombre de décès maternels dus à l'accouchement, à lutter contre la malnutrition infantile et contre diverses autres maladies. Le ministre Sabin a précisé que les activités des auxiliaires de santé ont été accompagnées par les efforts du gouvernement pour garantir que leurs actions apportent les résultats attendus pour le pays. Le ministre Sabin a également expliqué qu'en raison du développement des coopératives des auxiliaires de santé, il est envisagé de les intégrer comme membres du Muganga Sacco afin de favoriser leur développement socio-économique. Le rapport du service de l'Ombudsman 2023-2024 a relevé qu'il y a des retards dans le paiement des hôpitaux par les autorités compétentes, y compris la RASSB. Le docteur Sabin a expliqué que bien que des mesures aient été prises pour réduire ces retards, des problèmes persistent et ont un impact significatif sur la population. Le directeur général de l'Office rwandais de sécurité sociale, RASSB, Ludiema Shurorigis, a précisé que ce problème est principalement dû au délai dans la soumission des rapports par les gestionnaires des hôpitaux et cliniques.
Toutefois, il a indiqué que lors de l'examen préliminaire des factures des hôpitaux et des cliniques, des irrégularités ont été constatées, notamment des pratiques frauduleuses dans certains établissements où des frais de service non fournis sont facturés à la RSSB. Les membres de la Commission de la gouvernance, de l'égalité du genre et de la complémentarité entre les hommes et les femmes à la Chambre des députés ont souligné que les retards dans les paiements aux postes de santé, aux centres de santé et aux hôpitaux ont des conséquences graves pour les citoyens qui ont besoin de services médicaux quotidiens. Ils ont demandé que la RSSB ne tolère pas non plus les établissements de santé qui facturent des services non rendus, car sinon le pays continuerait à subir des pertes financières dues à ces fraudes dans le paiement des services de santé non fournis. Pour résoudre durablement ces problèmes, le ministre de Santé, Dr Saban Sanzimana, a fait savoir qu'un projet est en cours pour introduire un système de paiement forfaitaire qui permettrait de verser aux postes de santé, centres de santé et hôpitaux avant même qu'ils ne soumettent des rapports afin de résoudre les problèmes fondamentaux qui entravent la fourniture des services dans les établissements de santé destinés à accueillir les citoyens ayant besoin des services médicaux. Les députés demandent au ministère de la Justice d'accélérer la réforme de la politique anticorruption car la politique actuelle qui remonte à 2012 n'est plus d'actualité. Cette demande a été faite ce mardi lors d'une invitation lancée par les députés de la Commission de la gouvernance et de l'égalité du genre au ministre de la Justice et garde des Sceaux afin que ce dernier puisse apporter des éclaircissements au rapport établi par l'Office de l'Ombudsman pour l'exercice 2023-2024. Les détails avec Patrick Niridandi. Les députés ont appelé le ministère de la Justice à accélérer la révision de la politique anticorruption car celle qui est en vigueur date de 2012 et est devenue donc obsolète. Au cours des discussions entre la commission parlementaire et le ministère de la Justice, les députés ont examiné diverses questions soulevées par le rapport de l'Ombudsman, notamment les institutions gouvernementales qui se classent régulièrement parmi les plus corrompus, ainsi que le secteur de l'éducation qui est également identifié comme l'un des plus touchés par la corruption. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Dr Emmanuel Ougila-Chebouja, a confirmé que le premier projet de la politique actualisée a été achevé et a assuré que diverses institutions entameront bientôt des discussions sur son approbation. Lors de sa mise en place en 2012, l'accent était principalement mis sur la lutte contre la corruption, en particulier le pot de vin, impliquant donc l'octroi des liquidités. Cette manière de pratiquer la corruption a considérablement diminué avec l'usage répandu des nouvelles technologies. Avec cette évolution, de nouveaux défis sont apparus, comme l'essor de la crypto-monnaie qui n'était pas connue ou utilisée lorsque la politique a été introduite pour la première fois. Il est donc nécessaire de réviser la politique car elle ne répond plus à bon nombre de problèmes actuels. La révision vise à aligner la politique sur les réalités modernes et à apporter des solutions aux défis émergents. Le ministre de la Justice a également abordé les préoccupations concernant la corruption au sein de certaines institutions gouvernementales, notamment la sous-évaluation des actifs vendus aux enchères et la poursuite pénale contre les petits poissons, alors que les gros poissons ne sont pas inquiétés. Le ministre de la Justice a déclaré que les institutions concernées se réuniront pour analyser en profondeur ces questions. De son côté, le président de la Commission de la gouvernance de l'égalité du genre et des sexes, Nabahire Anastase, a souligné que la lutte contre la corruption est un processus continu et qui nécessite la collaboration de toutes les institutions. Outre le secteur déjà mentionné, la corruption peut persister dans d'autres domaines, souvent sous des noms différents. Certains semblent ne pas savoir que leurs actions constituent des actes de corruption. La clé est de sensibiliser les gens car ils peuvent s'engager ou contribuer à la corruption
sans les savoir. C'est un long chemin qui nécessite de comprendre la politique et les lois en vigueur. Les gens doivent être informés des lois existantes afin qu'ils puissent reconnaître quand ils sont privés de leurs droits légitimes ou quand leurs actions peuvent contribuer à la corruption. Chacun doit être conscient qu'il a un rôle à jouer dans la lutte contre la corruption. Plus de discuter de la nouvelle politique de lutte contre la corruption, la commission parlementaire et le ministère de la Justice ont également abordé plusieurs questions clés, notamment la création d'un tribunal spécialisé dans les affaires de corruption, la réparation des dommages aux victimes de la corruption, le rôle de la technologie pour combler les écarts de corruption dans divers secteurs et d'autres questions connexes. Le Rwanda et la Chine ont signé un accord de prêt d'une valeur de plus de 66 milliards de francs rwandais, soit environ 45 millions de dollars américains, qui seront utilisés pour des projets de développement du secteur agricole au Rwanda. Le point toujours avec Patrick Nilidandi. Ce prêt accordé au Rwanda servira à construire le barrage de Giseke, situé en district de Gisagala, c'est en province du Sud, et à étendre le projet d'irrigation des cultures pratiquées sur une superficie de 2640 hectares. L'accord de prêt a été signé côté rwandais par le ministre des Finances et de la Planification économique, Youssouf Mulangwa, et côté chinois par l'ambassadeur de Chine au Rwanda, Wang Zhenkun. Sur Arabier, le diplomate chinois a déclaré que cette signature est le signe des bonnes relations entre le gouvernement du Rwanda et la République populaire de Chine. Le ministre rwandais des Finances et de la Planification économique, Youssouf Mulangwa, a expliqué que la Chine est un pays ami du Rwanda et que les types de prêts qu'elle accorde souvent ne sont pas difficiles à rembourser. Ce prêt accordé par la Chine aidera le gouvernement rwandais à mettre en œuvre l'un des projets agricoles inclus dans la stratégie nationale de croissance accélérée, phase 2, NCT2 en langue anglaise. En plus de la construction du barrage Giseke, ce projet de construction, il s'agit d'un projet qui devrait bénéficier à 915 ménages, comprenant 4578 personnes qui utiliseront cette infrastructure pour irriguer leur culture. La Chine apporte son soutien au Rwanda, principalement dans des secteurs clés tels que les infrastructures, les routes, le secteur énergétique, l'éducation, la santé, l'agriculture et l'exploitation minière. Tous ces projets financés par la Chine représentent une valeur estimée à 600 millions de dollars américains, composés de prêts à long terme de 450 millions de dollars et des subventions de 150 millions de dollars. Les ressortissants opérant au Rwanda affirment que le pays dispose d'une politique qui soutient les idées de leurs projets qui voient le jour et qu'ils puissent croître et s'étendre de manière fluide vers d'autres pays. Il était avec Assim Youssouf. En 2016, Johanna Bixel, une Canadienne vivant au Kenya, a lancé au Rwanda une plateforme informatique dénommée Kasha qui met en contact les consommateurs et les commerçants. En 10 ans d'existence au Rwanda, Kasha s'est étendu dans 7 pays africains, y compris ceux de la région voisine du Rwanda. Devendra Pratap Singh est lui ressortissant de l'Inde qui, depuis 20 ans, apporte son aide aux investisseurs étrangers sur les questions fiscales et les opportunités d'investissement au Rwanda. Il affirme qu'il a conçu son propre projet d'entreprise au Rwanda, mais qu'il n'a pas encore souhaité le rendre public car le moment n'est pas encore venu. Il prévoit de l'étendre dans les pays voisins. En raison de la sécurité qui règne au Rwanda, nous avons choisi d'y établir nos activités. Mes clients considèrent le Rwanda comme leur base et s'étendent vers les pays voisins. Le Rwanda en profite, tout comme ses voisins. Lorsque vous faites bien les choses, cela profite à tous. Le Rwanda agit comme un catalyseur et ses bonnes actions se répandent dans toute la région. Je suis particulièrement heureux car ce projet bénéficiera à une grande partie de la jeunesse
car le Rwanda a mis en place les meilleures conditions pour le faire. Le ministère des Technologies et de l'Innovation indique que la politique du pays favorise l'expérimentation et le développement des projets s'inscrivant ainsi dans la vision globale du Rwanda. La ministre des Sports, Mukazayire Nelly, affirme que le Rwanda est pour les investisseurs une porte d'entrée sur les marchés d'autres pays. Le Rwanda est un endroit où l'on peut se connecter avec d'autres et présenter ce que l'on fait. Lorsque vous investissez au Rwanda, vous n'investissez pas uniquement sur le marché local, mais vous vous connectez aussi à un marché mondial, car le Rwanda sert de porte d'entrée vers tout le continent et nous offrons un partenariat pour innover et rendre les activités commerciales plus faciles à réaliser. Il existe de nombreuses opportunités à saisir et investir au Rwanda permet de se connecter et de présenter les investissements, les idées et les innovations. Différents rapports, dont ceux de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international FMI et d'autres organisations internationales, à différents moments élaborés, ont constamment classé le Rwanda parmi les pays les plus accueillants pour les investisseurs étrangers. Ces rapports soulignent les efforts du pays pour attirer les investissements étrangers. Les jeunes se disent fiers de leur pays qui fait tout son possible pour leur offrir le meilleur avenir possible tout en développant la nation. Les experts en gouvernance appellent toutefois cette jeunesse à la vigilance pour prévenir tout acte pouvant replonger le pays dans l'abîme et dénoncer toute personne cherchant à détruire la nation. Le récit de Patrick Nilidandi. En 2023, Johnson Runuya a reçu 15 millions de francs rwandais dans le cadre du programme du ministère de la Jeunesse visant à soutenir l'entrepreneuriat de jeunes. Il a utilisé pour élargir son activité. J'ai débuté mon activité seul, mais aujourd'hui, je travaille avec 20 personnes, 20 autres jeunes. J'ai commencé avec une cuisine à la maison. Avoir la possibilité de développer son business et planifier son activité sur 10 ans. Dans la paix et la quiétude, c'est un atout incomparable. Les jeunes sont l'espoir du pays, comme le souligne le vétéran en politique, Tito Lutalemala, qui estime que c'est pourquoi le pays met tout en œuvre pour leur inculquer les valeurs du civisme et du patriotisme. C'est la raison pour laquelle notre gouvernement accorde une grande importance à sa jeunesse, car il connaît l'importance de cette jeunesse. C'est cette jeunesse qui a tout fait pour ce pays. Nous devons créer des opportunités pour elle, et cette jeunesse accomplit des prodigues que nous ne pouvions imaginer. L'un des héritages que le pays laisse à sa jeunesse est l'éducation. Rukundo Benjamin reconnaît que le progrès qu'il a pu atteindre aujourd'hui est le fruit de l'éducation reçue. J'ai décidé de revenir travailler dans mon pays après mes études à l'étranger, car j'ai compris que j'ai eu de la chance, car mon pays m'a donné l'opportunité de faire mes études en dehors du pays, et c'est tout à fait normal que je les rende à cette nation. Bien que le pays accorde une priorité au développement et à l'épanouissement de sa jeunesse, le vétéran de la politique rwandaise, Musoni Proté, exhorte les jeunes Rwandais à rester vigilants, afin que personne ne puisse détruire les réalisations du pays. Les gens peuvent devenir distraits à cause de la quiétude et du développement actuel. Et des personnes mal intentionnées peuvent profiter pour détruire l'édifice, raison pour laquelle la vigilance doit être de rigueur. La directrice au ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique, en charge du civisme et de la promotion culturelle, Ouacho Julienne, est aussi d'avis que les dirigeants du Rwanda accordent une priorité à sa jeunesse, ce qui constitue un héritage pour les générations futures.
Il y a ceux-là qui ont libéré le pays. Il y a parmi eux ceux qui nous ont déjà quittés et d'autres qui sont toujours avec nous et qui continuent à nous conseiller. Je peux vous dire qu'entre-temps, d'autres Inkotanyi sont nés. Je vous promets que nous allons poursuivre dans la même lancée que vous. L'histoire que vous avez participé à construire va vous survivre. Le 5e recensement général de la population de 2022 a montré que sur plus de 13 millions de Rwandais, les jeunes de moins de 30 ans représentaient 65,3%, raison pour laquelle le pays accorde des responsabilités aux jeunes dans divers secteurs de la vie nationale, aussi bien dans les secteurs publics que privés. Et c'est par là que nous achevons cette grande édition. Merci à vous tous qui avez suivi cette édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et d'ici là, portez-vous bien.